Alors, ce live, je vais d'abord poser un élément de contexte, pourquoi j'ai eu envie de partager autour de mon expérience de Yoga Tumo. Déjà parce que c'était il y a 15 jours maintenant que j'ai terminé mon stage. Ça fait depuis 2012 que je pratique cette discipline de Yoga Tumo. Le maître de la discipline, il s'appelle Maurice Dobar. Et il a quitté son corps, comme on dit pour les yogis et pour tout le monde. Normalement, on dit ça. C'était en 2022. J'ai peur de me tromper. Pour moi, c'était ça, le 18 mai. Et il avait 92 ans. Donc moi, je suis enseignante de yoga traditionnel, pas de yoga Tumo, depuis 2010. Je suis également coach certifié, mentor business, puisque j'accompagne beaucoup les entrepreneurs en ce moment. Et le yoga Tumo, j'ai été certifiée l'an dernier, en 2000. C'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Ça a été Patrick Dobar, le fils de Maurice, qui a décidé de me remettre cette certification. Un diplôme signé de lui et de feu Maurice, voilà, en hommage à la transmission de celui qui a été mon maître. Et c'est vrai que donc aujourd'hui, les stages de yoga Tumo sont animés dans la tradition de Maurice Dobar, à l'Institut Maurice Dobar, par Patrick Dobar, qui est son fils et qui avait accompagné son père pendant bien des années auprès de stages. Il a une expérience avec plus de 2000 stagiaires, donc il a vu passer de nombreux groupes et lui-même, il est formé au yoga traditionnel depuis de très longues années. Donc c'est vraiment une tradition qui continue et ça, je trouve ça merveilleux. Et moi, pourquoi j'ai eu envie de faire ce live ce soir, c'est la première fois que je partage finalement sur le Yoga Tumo. C'est parce que c'est comme si c'était un cycle pour moi, ces 12 années que j'ai vécu là avec les stages chaque année. Et puis, certainement, le fait d'avoir été certifiée aussi l'an dernier, c'est comme si ça m'avait donné une autorisation de parler de cette discipline. Mais je vais malgré tout en parler non pas sous un angle instructeur, mais sous un angle personnel, partage d'expérience. C'est ça qui m'intéresse dans l'énergie de mon partage. Et j'en parle depuis un espace de liberté. Je n'ai aucune affiliation. Si j'envoie des gens faire les stages de Yoga Tumo, il n'y a pas d'affiliation quelconque. Mais par contre, je trouve que c'est une discipline, et moi, elle a tellement changé ma vie que voilà, j'estime que les bonnes choses, ça se partage. Je ne pourrais pas faire autrement. Donc voilà. Si vous avez des questions au fur et à mesure de mon intervention, je vais vous lire dans les commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça sera super intéressant. Et comme ça, on va garder ce côté interactif que j'aime beaucoup dans nos lives. Alors, déjà, le yoga Tumo, aujourd'hui, je fais une distinction entre le yoga Tumo et le froid. Le froid, l'exposition volontaire et consciente au froid, elle est très à la mode depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, parce qu'il y a un monsieur qui est célèbre, qui l'a rendu très célèbre, qui s'appelle Wim Hof. Donc, j'allais dire, c'est une autre école. Il s'expose au froid également, bien sûr, mais je ne connais pas cette école-là, donc je n'en parlerai pas, évidemment. Je vais parler de ce que je connais. En tout cas, c'est sûr que monsieur Wim Hof a beaucoup fait pour populariser cette discipline. Maurice Daubard, lui, il est beaucoup plus ancien, j'allais dire, que Wim Hof, dans cette idée de s'exposer au froid, puisque c'est depuis les années, c'était à partir de 1956 qu'il a pris pour la première fois des bains froids, et avant ça, il avait déjà rencontré le yoga à travers tout l'univers des Tibétains. Il l'a fait au début pour des raisons de santé, parce qu'il était atteint de tuberculose. Quand il avait la vingtaine, il était en sanatorium, et il s'est mis à rêver d'une autre vie, de santé, voilà, d'autre chose que ce qu'il était en train de vivre. Et à partir de là, il a rencontré le yoga, puis les bains froids. Et il a ensuite, après avoir longuement pratiqué sur lui-même, il a ensuite transmis ce yoga Tumo auprès d'occidentaux, d'abord en Suisse, et puis maintenant en Italie. Et son fils, donc Patrick, continue les stages qui sont en Italie. C'est dans le Val d'Aoste, dans les Alpes. On est à 2000 mètres d'altitude. Et le principe, en fait, donc Maurice Daubard, il dit c'est un yoga d'inspiration tibétaine, parce qu'effectivement, c'est les Tibétains dans la tradition qui ont pour habitude dans le yoga, de s'exposer au froid, mais eux, ils les font pour des raisons assez différentes. C'est vraiment dans une visée purement spirituelle que les Tibétains vont avoir ce genre de pratique. Et nous, c'est vrai qu'en Occident, au début, le yoga Tumo a été beaucoup connu par rapport aux bénéfices qu'il peut apporter sur le plan de la santé. Même si, moi, je dirais ce que je peux y trouver. C'est vrai que j'y ai été amenée, je pense, par ce biais-là, mais aujourd'hui, j'y trouve tout à fait autre chose. Donc, comment j'ai rencontré le yoga Tumo? En fait, j'ai pas cherché, j'étais déjà dans le yoga, donc déjà enseignante, mais le yoga du froid, je voyais pas ça d'un très bon œil, pour tout vous dire, au départ.
Parce que je connaissais des personnes dans mon école de yoga qui le pratiquaient et je voyais vraiment pas l'intérêt. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on va aller se mettre dans du froid? Moi, j'avais l'impression qu'on tombait malade quand on s'exposait au froid. Enfin voilà, j'étais dans les préjugés classiques, on va dire, qu'on a toutes et tous au sujet du froid, parce que c'est très culturel le rapport qu'on a avec le froid. Et c'est vrai que, oui, je voyais vraiment pas ouais, je voyais pas le truc, quoi. Je me disais, mais quelle idée d'aller se mettre dans de la neige ou des bains glacés ou faire des respirations torse nu, parce que je voyais bien, hein, ceux qui pratiquaient ça. Je voyais pas l'intérêt. Et puis, comme j'étais présidente de l'association Yoga Midi-Pyrénées, j'ai invité des grands maîtres de yoga à Toulouse. Depuis 2010, je faisais ça. Et puis, une de mes adhérentes me dit, Muriel, tu devrais inviter Maurice Daubard, le yoga du froid. Je dis, bah écoute, très bien, moi si les adhérents me demandent, je fais tout ce qu'ils veulent. Donc je me mets en contact avec Maurice Daubard, et puis je lui explique qu'on est une association, qu'on aimerait l'inviter, je lui écris une lettre, parce qu'il fallait lui écrire. Et puis je lui mets en fin de lettre que veuillez m'excuser pour ma mauvaise écriture parce que je suis en train de perdre la vue. C'était en plein, moi, dans ma période où je perdais la vue, c'était 2007-2008, vraiment la canne blanche est arrivée dans ma vie, etc. Et là, en 2011, au moment où je lui ai écrit, enfin 2010, ben, j'écrivais très mal, j'avais un guide de ligne, je faisais ce que je pouvais. Et je lui ai dit, ben, veuillez excuser ma mauvaise écriture, mais je suis très malvoyante, voilà. Et là, il m'a téléphoné dès qu'il a reçu ma lettre, et il m'a dit, mais oh là là, c'est incroyable, vous êtes malvoyante, mais racontez-moi votre histoire de vie. Donc j'ai commencé à lui raconter un petit peu ma maladie génétique, etc. Et il s'est pris d'affection pour moi, parce qu'il avait travaillé dans les années, il y a longtemps, je pense 70, avec l'Institut des jeunes aveugles de sa région. Lui, il était en Auvergne. Et puis bah, à l'époque, c'est évident que c'était pas pareil qu'aujourd'hui, hein. Donc c'était vraiment des personnes qui très souvent étaient en grande détresse, on leur faisait pas faire grand-chose, on les parquait un petit peu dans ce type d'institution. Dieu merci, les temps ont changé. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir ce type de handicap et faire sa vie, malgré tout, j'ai envie de dire. Mais voilà, il avait développé un amour, on va dire, une affection profonde pour ces personnes-là avec un lourd handicap et il les avait beaucoup accompagnées, notamment dans le sport, pour leur apprendre à nager. Enfin voilà, Maurice, il était avec un grand cœur et il aidait beaucoup de monde. Donc spontanément, on a eu cette connexion finalement de cœur à cœur. Donc après, ça a facilité l'organisation du stage parce qu'il a pu à peu près tout me demander. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un lac pour le stage dans lequel baignaient des gens en décembre. Moi, en tant que prof de yoga, j'avais jamais fait ça. Donc avec ma maman, on a dû aller chercher un lac parce que moi, ben, je conduisais déjà plus. Donc ça a été toute une expédition. Après, une fois qu'on avait trouvé le lac dans lequel on pouvait se baigner, il a fallu trouver un endroit à proximité pour se mettre au chaud juste après le bain froid, parce qu'il y a tout un protocole, évidemment, hein. C'est une discipline qu'on pratique en toute sécurité. Donc ça a été toute une aventure, sa venue. Et ce que j'ai trouvé formidable, au-delà du fait qu'il ait réussi à faire baigner 32 Toulousaines et Toulousains que nous étions dans un lac le 6 décembre 2011 à 6 degrés, c'était à Tournefeuille pour les gens du coin. Mais ce que j'ai trouvé fantastique, au-delà de cette expérience qui était déjà effectivement hors norme, c'est la chaleur humaine qu'il y avait dans le groupe après ça. C'est comme si on se connaissait tous de 20 ans, on avait les yeux brillants, on était enthousiastes. Il y avait une ambiance dans ce stage que jamais, dans tous les stages que j'ai organisés, pourtant j'en ai organisé un paquet, j'ai jamais retrouvé en fait. C'est comme si finalement s'exposer au froid créait une solidarité humaine, créait des liens hyper profonds et très vite. Et à partir de là, et puis en plus l'expérience, j'avais pas trouvé ça désagréable, j'avais même trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis dit, mais cet homme a des choses à m'apprendre, je vais le suivre. Donc dès l'année d'après, 2012, ça a été mon premier stage, en Italie, dans les Alpes. Et donc au début, moi, le yoga du froid, j'ai commencé, pas pour le yoga du froid, j'ai commencé pour Maurice Daubard, parce qu'il avait son charisme, il avait, voilà, j'avais eu cette connexion de cœur avec lui, et je l'aurais suivi n'importe où. Ça aurait été l'extrême chaud, j'aurais fait de l'extrême chaud. Bon, là, il se trouve que c'était du froid. Et, et très vite, en fait, moi, ce que ça m'a apporté, j'avais pas donc d'intention précise les premières années. Mais dès le début du stage, il avait vraiment une méthode, une pédagogie où il nous posait une question, il nous disait pour quelle intention êtes-vous venu? Pourquoi êtes-vous là cette semaine? Voilà, quand on démarre le stage avec lui, c'était vraiment cette pratique du Sankalpa, poser son intention, sa résolution. Qu'est-ce qu'on fait là finalement? Et il nous expliquait, lui, les processus du froid, comment ça va nous nettoyer, nous purifier, parce que réellement, le froid, c'est agissant sur le corps. Et moi, très clairement, les premières années de ma pratique, donc j'étais très, très, très frileuse, il faut quand même que je dise ça. C'est ça aussi qui m'a questionnée.
Je me suis dit, mais comment quelqu'un comme moi, toujours malade l'hiver, j'étais un peu la caricature, vous savez, toujours malade l'hiver, toujours froid, évidemment, frileuse, j'arrivais jamais à me réchauffer, j'avais toujours plein de pulls, plein d'écharpes, malgré ça, je tombais malade. Je croyais comme tout le monde que c'est à cause du froid qu'on tombait malade. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a totalement sorti de ce que je croyais connaître. Je me suis aperçue que je connaissais rien du tout à ma physiologie, à mon corps, à sa façon de s'adapter à du froid. Parce que notre corps a réellement des capacités adaptatives qui sont insoupçonnées. Parce que comme on vit tout le temps dans des environnements à 20 degrés, l'hiver on est chauffé 19, et l'été on est climatisé. Bon, enfin moi je suis pas climatisée, j'affronte le chaud, mais malgré tout, voilà, on n'est jamais dans des températures extrêmes en fait, surtout l'hiver. Donc notre corps a perdu l'habitude de s'adapter. Et en fait, on a des capacités d'adaptation. C'est même bon, je vais dire, d'aller solliciter le corps dans de l'adaptation du moment qu'elle est de courte durée et qu'après on a une phase de récupération. C'est un peu comme les techniques de jeûne, etc. Ça se fait sous certaines conditions, il y a des protocoles à respecter, on ne va pas faire n'importe quoi dès le début. Mais avec Maurice, on était encadrés et il nous guidait dans cette discipline qui reste une discipline extrême de s'exposer au froid. Mais il nous guidait pas à pas, il nous accompagnait dans l'expérience, il nous amenait à nous connaître à travers cette expérience-là de rencontre avec le froid. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui dès le début, c'est qu'on n'y allait pas dans une notion de performance, de ah là là, oui, je vais m'exposer au froid, vous savez, en mode guerrier, je prends sur moi. Pas du tout, pas du tout. Lui, il nous enseignait l'inverse. Il nous enseignait à nous ouvrir et à accueillir quelque chose de pourtant extrêmement désagréable, parce que forcément, le froid, c'est désagréable, on en a peur, on le craint, on a beaucoup de préjugés vis-à-vis du froid, on a beaucoup entendu que ça allait nous rendre malades, etc. Et on y croit. Donc il y a quand même toute une couche de déconditionnement à opérer et de peur que ça vient chercher très radicalement parlant. Et Maurice avait voilà, ce talent, et Patrick a le même talent, de nous accompagner dans l'expérience de manière progressive. Donc moi, les premières années de ma pratique de yoga Tummo, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment des capacités insoupçonnées. Voilà, j'aurais pas cru que mon corps pouvait finalement vivre cette expérience-là, et non seulement mon corps, mais le corps de tous les autres, hein. On est en groupe à chaque fois, tout le monde y arrivait. Chacun à sa mesure, en fonction de son état, bien évidemment. Après, on est là pour s'écouter, mais finalement, c'était accessible à tout le monde. Donc ça a été une première leçon. Je me suis dit, waouh, incroyable, j'ai appris beaucoup de choses sur moi dès le premier stage. Et puis, j'ai senti petit à petit, sur les premières années, que ça grandissait. Alors, c'est évident que ça a eu des impacts bénéfiques en termes, j'allais dire, tout bête, de vitalité et de santé. Même si c'est quelque chose, on va pas dire que, voilà. On va dire que c'est les médecins qui sont aujourd'hui seuls habilités à parler de notre santé, d'un point de vue médical. Donc, c'est à eux qu'il faut demander si on a le droit ou pas de s'exposer au froid, si on a certaines pathologies, par exemple. Mais en tout cas, moi, j'avais pas de pathologie particulière, à part ma maladie génétique aux yeux. Et j'ai de suite observé que le froid me faisait grand bien. J'ai été surprise de beaucoup mieux vivre les hivers qui ont suivi, sachant que chaque année, je faisais le stage, donc j'entretenais aussi cette exposition au froid. Et en fait, je me suis surprise aussi à me mettre à aimer l'hiver. Alors ça, c'était révolutionnaire, parce que moi, je détestais l'hiver. Enfin, vraiment, l'hiver, c'était, comme je vous l'ai dit, la caricature. J'aimais pas du tout cette saison-là. Et là, comme finalement j'avais moins de difficultés à m'adapter, je me suis mise à aimer cette saison, et au contraire, c'était une occasion pour moi de pratiquer le yoga Tummo. Donc l'hiver est revenu dans le calendrier des 4 saisons, a été réhabilité dans mon esprit. Ça a été parmi moi les premiers bénéfices que j'ai pu constater. Et je parle là encore sous un angle très personnel et d'expérience personnelle. Il y a pas mal de gens qui en ce moment dans les stages, leur motivation c'est ça, c'est ils ont une forme de frilosité, et ils veulent voir ce que ça donne justement d'aller s'exposer au froid. Il ne faut pas croire que c'est des stages réservés aux gros costauds qui ont des capacités physiques hors normes. Moi, quand j'y suis allée pour la première fois, j'avais perdu la vue quelques années auparavant, je me débrouillais bien moins bien qu'aujourd'hui. J'étais très en difficulté, on va dire, y compris psychologiquement, j'étais quand même encore sous le choc, je n'avais pas dépassé ça. Donc voilà, on est vraiment dans une ambiance de solidarité face au froid, où l'ensemble du groupe a une bienveillance vis-à-vis des gens qui peuvent se retrouver un petit peu en difficulté. Et on va être vraiment dans une solidarité de pratique, et pas du tout faire ça pour épater le voisin. C'est pas du tout l'état d'esprit.
Et ça, c'est ce qui m'a plu aussi, d'emblée. C'est l'état d'esprit que j'ai trouvé dans ce genre de pratique et ce genre de stage. Et puis, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai observé que ça renforçait la confiance en moi. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Comment finalement le fait de m'exposer à ce yoga Tumo dans le froid, pourquoi ça renforce la confiance en moi? Parce qu'en fait, très clairement, être dans une démarche où de manière consciente, on va demander à notre corps de faire quelque chose qui le sort de sa zone de confort, parce que bien sûr qu'aller dans le froid, ça nous sort de notre zone de confort. On trouve des capacités adaptatives, Dieu merci, qui nous permettent de vivre l'exercice. Mais après, ce qui est génial, c'est qu'en ricochet, dans d'autres domaines de notre vie, cette force-là qu'on a contactée grâce à l'expérience de s'exposer au froid, elle est disponible pour nous pour d'autres domaines de notre vie. Donc moi, au fur et à mesure que je pratiquais ce yoga Tumo, je me suis aperçue que ça avait des incidences très positives sur mon état d'esprit au quotidien. Je me plaignais moins, je devenais plus résistante à des petites choses de la vie, j'avais beaucoup plus confiance en moi, j'étais moins envahie par des peurs, parce que dites-vous bien que quand on va s'exposer à du froid, évidemment qu'il y a plein de peurs qui arrivent, c'est humain, c'est normal. C'est l'inverse qui n'est pas normal, j'ai envie de dire. Et donc, quelque part, ça nous met aussi face à nous-mêmes. Le fait de quand même aller dans le froid, de faire face à nos peurs et de décider quand même d'y aller. Donc, on garde cette notion de maîtrise mentale, cette partie consciente qui nous permet d'y aller. Du coup, ça a des répercussions positives dans d'autres domaines de sa vie. Donc moi, ça m'a amené vraiment ces bénéfices vitalité santé, et puis très vite j'ai senti ces bénéfices sur la confiance en soi. Et il y a après une autre dimension, on va dire que ma motivation pour pratiquer le yoga Tumo sur ces longues années, ces 12 années, elle a évolué. Au début, c'était clairement la curiosité et puis l'envie de suivre Maurice partout où il allait. Après, très vite, ça a été aussi au-delà de Maurice, la discipline elle-même qui a vraiment éveillé ma curiosité parce que j'ai vu que ça me faisait du bien. Donc ça fait du bien aussi au niveau du nettoyage, ça procure toute une forme de purification au niveau du corps et on se transforme réellement. Donc voilà, c'est comme un processus de purification, de transformation. Et ça, je sentais que c'était comme un reset annuel qui m'était très bénéfique. Après, j'ai senti aussi que ça avait des impacts positifs sur mon état d'esprit, sur la confiance en moi. Donc voilà, j'y trouvais tous ces bénéfices connexes. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment pratiqué cette discipline en m'abandonnant à l'élément du froid. Et c'est vraiment dans ce sens-là que Maurice et Patrick aussi essayent de nous y raccrocher. C'est-à-dire que pour eux, le yoga Tumo, avant tout, c'est d'abord une reconnexion à nous-mêmes. À nous-mêmes à travers le fait de dire, nous faisons partie de la nature en tant qu'être humain, au titre des autres espèces vivantes, on n'est pas les seuls. Et aller dans cette forme d'humilité, c'est-à-dire sans rien, on est dévêtu, on est en maillot de bain, face à un élément hostile, c'est une forme d'abandon, de posture d'humilité. Et dans ces cas-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous détendre le plus possible, ce qui semble un peu compliqué, mais franchement, avec l'expérience, on y arrive, et d'accueillir finalement, de se mettre dans un accueil face au froid. Et à ce moment-là, on sent vraiment ce côté, je dirais, poétique du yoga Tumo, cette communion avec la nature autour de nous. On est dans un espace de nature, on est dans la montagne, il y a des arbres autour de nous. Enfin, c'est magnifique. On ne pratique pas ça dans une piscine avec des glaçons, quoi. Ça n'a rien à voir. Il y a vraiment cette communion très forte avec les éléments, avec la nature environnante. Et ça nous permet une communion avec nous-mêmes et avec notre véritable nature. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'essence du yoga Tumo. C'est ces moments de grâce qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, de communion à travers la nature avec notre véritable nature, notre véritable essence. Ouais, voilà. Je dirais qu'on voit vraiment à quel point la motivation de départ a pu évoluer, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi je continue à pratiquer ces stages? Déjà parce que ça me fait du bien. Tous les bénéfices demeurent chaque fois que j'y vais. Mais c'est vraiment de l'ordre d'une rencontre intérieure avec moi-même en fait. À chaque stage, maintenant, j'y vais en me disant, voilà, je suis curieuse, je laisse de la place en moi et je suis curieuse de voir quelle alchimie va opérer, quelle rencontre va avoir lieu, mais c'est une rencontre pas vers l'extérieur, vers moi-même en fait. Voilà, je suis toujours curieuse de savoir ce que l'expérience va pouvoir m'apporter. Il est vrai aussi que le lieu où on pratique les stages d'hiver, donc le Vétan en Italie, c'est dans le Val d'Aoste, c'est un lieu magnifique. On est entouré de sommets qui sont à 3500 mètres, 4000 mètres. Il s'appelle le Petit Paradis, le Grand Paradis, donc voilà, on est au paradis.
c'est au sens propre et figuré. Et puis c'est vrai que le lieu est très pur parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique. C'est vraiment un endroit très privilégié. L'hôtel, il est tout en bois, très cocooning. Comme disait Maurice, il se charge de l'inconfort avec l'exposition au froid et l'hôtel se charge de tout notre confort avec feu de cheminée. On mange bien, c'est l'Italie. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très... Ouais, c'est une vraie pause ressourçante. Et vers les dernières années, j'ai mieux compris aussi ce yoga Tummo, pourquoi on l'appelait le yoga du feu intérieur. Donc ça, c'est vraiment les Tibétains qui l'appellent le yoga du feu intérieur, parce qu'il y a cette dimension de, à travers l'exposition au froid, dans cette dimension d'être relié à la nature qui nous entoure. Hein. Voilà, je ne parle pas du froid comme on peut le voir quand on est sportif, la cryothérapie, etc., ce qui est très respectable, mais c'est une autre démarche, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment cette démarche de yoga, hein, d'éveil de quelque chose en nous, et de se connecter à cet état d'union et de véritable nature profonde. Et on arrive vraiment à sentir que nous sommes nous-mêmes les producteurs de notre propre chaleur, en fait. Il y a réellement un centre, au niveau ici du système neurovégétatif, hein, de chaleur, un foyer, et qu'on peut visualiser même comme un soleil rouge, et que dans nos pratiques, dans l'assise méditative par exemple le matin, on cherche à faire circuler partout dans tout le corps. Enfin voilà, il y a différentes techniques de visualisation, de méditation, etc. Et arriver à contacter ça, ce type de qualité-là que nous avons en nous, que nous ne savons pas qu'elles sont là, ça c'est quelque chose d'assez unique, je dirais, et qui est très, ouais, très nourrissant, qui donne beaucoup de force intérieure. Le contact de ce feu intérieur donne beaucoup de force, d'apaisement aussi. On se dit qu'à la fois, oui, on est un petit être très fragile et très vulnérable, et qu'à la fois, on a une vraie puissance interne qu'on ne soupçonne pas. Et on vit ça pas tout seul, on vit ça avec la solidarité du groupe et en groupe, parce que c'est ça aussi qui permet d'aller dans l'expérience sereinement. Le groupe est très porteur. Donc c'est pas quelque chose de difficile, ces stages-là. Bien sûr qu'il y a une dimension de dépassement de soi, parce que personne spontanément a envie d'aller dans le froid. Même moi, avec toutes les années, chaque fois qu'il faut aller dans le bain, qui est très 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 froid, l'eau elle est à 2 degrés, 1 degré, parfois il faut casser la glace pour pouvoir aller dans l'eau. Évidemment que sur le moment, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, pourquoi je suis revenue? Enfin, il y a tout ce genre de pensées qui nous traversent. Et c'est ça la noblesse finalement de l'acte du yoga Tummo, c'est que malgré toutes ces pensées-là de peur qui sont toujours là et qui vont toujours revenir, ben on y va quand même en fait. On vient pour un rendez-vous, on sait ce qu'on est venu faire là parce qu'on a posé une intention et on va quand même y aller. Donc c'est une expérience assez unique à vivre. Moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui me manquerait, je pense, si je ne le faisais pas chaque année. J'ai eu une année d'interruption et après, j'y suis tout le temps revenue. Et aujourd'hui, ouais, j'y vais dans cette intention de rencontre, d'une part toujours inconnue en moi et qui reste toujours à découvrir. Et j'aime bien me prêter à ce jeu-là. Alors, j'aimerais bien savoir parmi toutes les personnes qui sont connectées en direct si vous avez des questions, parce que ça va me permettre de nourrir aussi les directions dans lesquelles j'ai envie d'aller. J'attends un petit peu pour lire vos questions. Bonsoir Muriel, bonsoir Anissa. Je vois qu'entre-temps, il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir Sylvie. Alors Anne qui nous partage donc aujourd'hui Patrick, il s'est entouré, je vais parler un peu de l'équipe aujourd'hui. Patrick Daubard qui guide donc les stages, il s'est entouré d'une super équipe qui sont vraiment tous, comme moi, des élèves du temps de Maurice Daubard. Donc il y a Anne qui est connectée avec nous, Anne Laurençon, Pierre Berceau et Émilie, sa femme. On a Sylvie Schmitt. Donc ça, je trouve ça génial aussi parce que voilà, on se connaît depuis des années et c'est très cohérent le groupe aujourd'hui qui est autour de Patrick et qui permet que les stages soient assurés dans de super bonnes conditions. Et Anne, je te lis, tu dis, j'ai comparé Tummo avec Bikram. Donc pour les non-initiés, le Bikram, c'est ce yoga qu'on pratique en salle surchauffée, là, à 40 degrés. Et je me disais que vraiment, les gens ne savaient pas quoi inventer. C'est sûr que le froid, c'est naturel, alors que la salle surchauffée, bon après, peut-être qu'à Toulouse, en ce moment, le Bikram, ça nous ferait du bien, parce que nous, maintenant, l'été, il fait 37 degrés. Mais non. Maurice, il avait une phrase là-dessus, hein, parce que Maurice, bon, il avait une vie extraordinaire. Hein. Il a eu une vie extraordinaire. C'était vraiment un homme de l'extrême. Il a tout le temps cherché l'extrême. Il faisait du plongeon de haut vol à 32 mètres. Il faisait le yoga du froid. Il faisait le marathon des sables à plus de 70 ans, je crois.
C'est-à-dire, on est dans le désert, il fait très 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 chaud la journée, et on fait pas un marathon, on en fait 5. C'est tous les jours un marathon. Enfin bon, c'est un truc, je sais même pas comment on peut faire ça. Et Maurice, pour préparer le marathon des sables, il s'était préparé dans le froid. Et il disait que le froid prépare à l'extrême chaud. Mais par contre, en termes de physiologie du corps, en fait, hein, voilà, parce que ça va booster nos capacités adaptatives. Par contre, il disait que l'inverse n'était pas vrai. C'est-à-dire, faut pas aller se préparer à l'exposition au froid dans un endroit où il fait très chaud, ça marche pas dans ce sens-là. Voilà, donc Bikram ne va pas préparer au froid, je confirme. Alors, je lis vos questions ou vos remarques parce qu'il y a aussi des gens qui sont connectés qui connaissent la discipline de Yoga Tumo. Donc ça m'intéresse aussi de savoir vous ce que vous en retirez, parce que moi je partage à partir de mon expérience. Je vais un peu raconter la vie là-bas, comment ça se passe. Alors, je lis la question d'Anne-Céline. J'ai une expérience dans l'eau froide et j'aime me baigner dans la mer l'hiver, mais jamais fait de yoga dans la neige. En fait, le yoga Tumo, il n'y a pas besoin de neige. C'est-à-dire que c'est du froid. Et le froid, on le trouve, comme tu dis, dans les bains. Il n'y a pas besoin de neige pour avoir froid. Déjà, quand il fait pas très chaud, se mettre en t-shirt, c'est déjà une forme d'exposition au froid. C'est pas du yoga Tumo à proprement parler, puisque comme je l'ai expliqué, on va rajouter vraiment cette dimension spirituelle, de connexion, etc. Donc c'est beaucoup une question d'état d'esprit aussi. Mais en tout cas, le froid, il n'y a pas besoin que de la neige pour vivre du froid. Donc c'est déjà intéressant voilà, de se dire qu'on a des conditions chez nous qui nous permettent une exposition au froid. La façon dont ça se déroule là-bas, les pratiques, on est une semaine ensemble. On a vraiment les travaux du froid le matin. Donc on a 3 types de pratiques le matin et c'est progressif en fait en termes d'intensité et de durée. On a la première pratique qui est une assise méditative. Donc on est en maillot de bain, voilà, exposé au froid. Et il ne faut pas être en contact là justement avec l'humidité. Donc même s'il a neigé par exemple, on va mettre des plastiques au sol pour nous isoler. Voilà, là le but c'est pas d'être en contact avec la neige, mais le but c'est d'être en contact avec l'air froid du petit matin, parce qu'il est 7h, 7h30, et on va assister au lever du soleil si le jour permet que le soleil se lève. Il y a des fois des jours où il fait très mauvais temps, il y a des fois il neige, mais on sort quoi qu'il arrive en fait, on sort par tous les temps, ça fait aussi partie de la discipline. Après, on rentre, on se réchauffe. C'est aussi important le temps de récupération que le temps d'exposition, hein. C'est vraiment un dosage dans cette activité qui est important. On se réchauffe bien, on prend le petit déjeuner. Après ça, on a une pause. Et la deuxième activité, ça va être la sortie en raquette. S'il y a de la neige, s'il n'y a pas de neige, ben, c'est en raquette. En général, il y a quand même de la neige. Et on sort en maillot de bain. Donc là, on va se promener en maillot de bain. Et là, on va goûter à d'autres fonctions du corps, on va goûter à comment ça fonctionne quand on est en mouvement, parce qu'il y a toute une circulation aussi du sang qui se met en route. Et parfois, il y a beaucoup de vent, donc comment c'est notre corps exposé au vent. On va goûter à la neige, s'il y a de la neige. Par exemple, on va faire des travaux avec la neige, on va s'allonger dedans, voilà. C'est à vivre. On ne peut pas décrire ce que c'est tant qu'on n'a pas connu ça. Moi, je vous dis, au début, je trouvais ça dingue de faire ça. Aujourd'hui, je suis une adepte, donc on ne peut pas savoir tant qu'on l'a pas expérimenté. Il ne faut pas avoir de préjugés négatifs ou positifs. Moi, je dis, il faut vivre l'expérience. Après, on rentre, à nouveau, on se réchauffe bien. Et après, il y a la dernière pratique du matin qui va être le bain froid. En l'occurrence, il est très froid, donc 0, 1, 2 degrés. Et tous les travaux avec le froid sont optionnels. Après, évidemment, le but, c'est quand on va là-bas, on essaye d'expérimenter, mais il n'y a jamais rien qui est obligatoire. On ne vous met pas un fusil dans le dos pour y aller. On le fait vraiment depuis un espace de conscience en nous et d'envie. Enfin, on a des peurs, hein parfois au même niveau que l'envie. Mais voilà, on va chercher en nous aussi des réserves, des trésors de motivation pour dépasser nos peurs. Et puis après, c'est vraiment le moment où on va manger, on va bien se réchauffer, on a une pause l'après-midi et le reste de l'après-midi, à partir de 16h, c'est pour du yoga en salle, chauffé. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'après-midi les techniques dont on va se servir le lendemain pour l'exposition au froid. Donc évidemment, on va apprendre des méthodes et des outils de respiration, des postures aussi d'ouverture, beaucoup comme ça, qui vont nous permettre de beaucoup mieux nous adapter face au froid. Voilà, il y a tout un yoga aussi, je dirais, un yoga postural et les respirations, les pranayamas, la maîtrise de l'énergie vitale. Il y a tout ce yoga-là qu'on voit l'après-midi qui va aussi nous accompagner dans notre démarche d'exposition au froid du lendemain. C'est très bien fait, c'est très complet.
Et après le repas du soir, ben, on a un moment de bhakti yoga. Le bhakti, c'est cette émotion à laquelle on se connecte, on va chanter des mantras, voilà, selon la thématique. Il y a vraiment ce moment aussi de connexion avec cette énergie-là. C'était une journée type. Chantal, ce serait parfait pour ma tendinite à l'épaule, je ne sais pas comment je vais sortir de cela. Alors, pour des raisons de tranquillité, réseaux sociaux, je ne donnerai aucun conseil de santé. Il est vrai que le froid a des vertus anti-inflammatoires. Après, je n'ai pas dit que le froid pouvait servir en matière de tendinite, je n'en sais strictement rien. Euh, voilà. Je dirais que le yoga de Tumo est une expérience que j'ai vu beaucoup de personnes dans ces stages et j'aime bien, ben, c'est Anne qui dit qu'il y a des publics différents en fait. Il y a, on va dire, 4 catégories, je dirais. Il y a la catégorie des frileux qui tentent le yoga Tumo pour voir un petit peu comment ils vont réagir. Et il y a parfois des gens vraiment très 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 frileux. Donc voilà, ça c'est une première catégorie de personnes qui sont dans les stages en général. Il y a la catégorie des gros costauds, je reprends la théorie de Anne, qui eux viennent souvent du domaine d'ailleurs du sport ou des arts martiaux, ils viennent un peu pour se tester, parce que le froid, il y a aussi toute une partie dans le système notamment du froid, donc ils sont un peu curieux de découvrir, de voir comment ils vont réagir face à ça. Il y a une troisième partie qui sont des enseignants de yoga, qui eux sont plutôt là, ou des pratiquants de yoga, qui eux sont plutôt là dans ce stage, ben voilà, pour la dynamique de communion, de spiritualité, de connexion avec ce qui nous entoure, etc. Et puis, je dirais qu'il y a une... Ouais, la quatrième catégorie, c'est un peu, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on est venu chercher, mais on est là quand même, et tout le monde fait le stage, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, je sais que moi, j'ai vu des gens, je pense à une personne notamment, qui est en fauteuil, qui y va parce qu'il a ben, une lourde maladie dégénérative. Et, euh, et je sais que le froid lui fait grand bien, par exemple. Voilà, moi, au début, c'est clair que dans ma motivation initiale, le fait que j'étais en difficulté au niveau de ma santé à ce moment-là de ma vie, enfin, j'avais une vitalité qui était quand même basse, parce que j'avais eu beaucoup de chocs émotionnels, j'avais divorcé, perdu la vue coup sur coup, enfin, ça avait fait vraiment beaucoup. J'avais ma dose. Et c'est évident que cette dynamique de retrouver de la vitalité a joué dans ma démarche d'y aller, en fait, de sauter le pas. Donc voilà, donc c'est sûr qu'on voit tout type de motivation dans les groupes. Et, et ce qui est fou, moi je trouve, avec toutes ces années de recul, c'est qu'à chaque fois, il y a vraiment une magie qui opère. C'est-à-dire qu'au début, on a un groupe de personnes qui ne se connaissent pas du tout, ou très peu. Certaines se connaissent entre eux, mais très peu. Et au bout de 2, 3 jours, ça se fait très vite. Il y a des liens vraiment profonds qui se créent entre les personnes parce que on a une solidarité qui se crée et puis on est tous convaincus au final d'avoir été exposés à quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est pas tous les jours qu'on fait ça, clairement pas. Et donc c'est vraiment des ambiances tellement chaleureuses, ça contraste avec l'extérieur. Et à chaque fois, ça crée des groupes hyper soudés et à la fin, on s'embrasse tous et on est tous tellement contents de s'être rencontrés. Puis moi, j'adore aussi parce qu'on est vraiment dans une autre réalité quand on est là-bas, il faut quand même le dire. Et les groupes, mais chacun est passionnant dans le groupe. Et chacun aurait une histoire à raconter pendant des heures et chacun vient chercher quelque chose finalement. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc ça aussi, ça fait vraiment partie de la qualité de l'expérience. J'ai envie de dire, c'est la qualité des gens qui sont là et qui composent le groupe. Et à chaque fois, il y a une magie qui opère. Et les groupes, ça peut aller de... alors, moi, en 2012, la première fois, on était 11, mais ça, c'est exceptionnel, c'était très peu. Mais sinon, aujourd'hui, c'est plutôt 25, 30, jusqu'à 40 personnes. On pourrait se dire, oh là là, ça va être insupportable, je vais mal le vivre. Et en fait, ça se passe très bien. Parce que, ben, justement, il y a des règles aussi de groupe qui s'installent, qui sont installées par Patrick, qui organise. Et puis, il y a une solidarité qui s'installe aussi avec le froid. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Donc, il y a je dirais une saine discipline ou une discipline naturelle qui s'installe et qui se fait tout en douceur. C'est pas du tout quelque chose de militaire. Donc, c'est vraiment des ambiances très particulières. Le kiné te l'a dit, Chantal. Eh bien, si le kiné te l'a dit, c'est bon. Tu as un avis médical. Tu n'as plus qu'à tenter l'expérience. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'essaye de lire les commentaires comme je peux, j'ai l'impression que j'y arrive, ou des remarques, ou des expériences à nous partager.
ne sais pas si les commentaires sont à jour, parce que malgré tout, bon, je pense pas que je les vois en temps réel. Non. J'attends un peu pour voir si j'ai des questions. Non, ça m'a l'air bon. Je répondrai à vos questions pour les personnes qui sont en replay. N'hésitez pas à en poser si vous en avez. Je répondrai après coup, bien évidemment. Évidemment, je ne réponds pas à des questions spécifiques, ça on est bien d'accord. Je réponds à une question parce qu'on me l'avait posée dans le cadre de l'association Yoga Midi-Pyrénées que je ne préside plus. L'association a été dissoute l'an dernier. Mais on m'avait demandé si on allait organiser des stages de yoga Tummo à Toulouse. Donc en fait, moi j'avais fait venir Maurice Daubard en 2011, donc c'était il y a déjà longtemps. J'avais fait venir Patrick Daubard aussi à l'époque, en 2014-15, quelque chose comme ça. Depuis, on ne les a pas fait revenir. Euh, Moi, par rapport à ma certification, aujourd'hui, j'ai pas de projet d'enseigner le yoga Tummo en tant que tel ou faire des stages, etc. C'est pas dans mes projets. Après, c'est toujours pareil. On ne sait jamais ce que l'avenir vous réserve, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose que de manière consciente et posée, je dis oui, j'ai envie d'organiser ça. C'est toute une logistique malgré tout. Il faut prévoir les choses vraiment bien, parce que ça reste une discipline où c'est très important de garantir un cadre de sécurité par rapport à la pratique. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est bien évident. Voilà, je dirais que moi aujourd'hui le meilleur conseil que je peux donner c'est d'aller vivre l'expérience au Vétan dans les Alpes, euh, voilà, avec Patrick et toute l'équipe parce que c'est des stages dont on ressort transformé. Donc voilà, c'est les renseignements, vous les trouvez sur l'Institut Maurice Daubard, qui est le site internet officiel pour la discipline, bien directement auprès de Patrick Daubard, mais on le trouve pareil sur internet sur le même site. Donc, c'est un endroit sûr pour aller pratiquer et pour vivre une expérience dont vous vous rappellerez toute votre vie. Anne-Céline, j'ai été impressionnée par les photos prises lors de cette semaine. Tu es lumineuse sur ces photos, ton visage est détendu. Oui, mais ça, c'est tout un exercice et ton regard est intense. Ça, c'est vraiment l'habitude, parce que je suis pas sûre que les premières années, mon visage aurait été aussi détendu sur les photos. Mais c'est tout cet exercice d'accueillir le froid finalement, voilà. Plus on arrive à se détendre dans le froid et dans l'expérience, plus on va bien le vivre finalement. Plus on se met en réaction et en lutte contre cet élément, plus ça va être difficile paradoxalement de s'y adapter. C'est vraiment ça qu'on contacte avec peut-être le début, peut-être les années, je ne sais pas dire, mais en tout cas c'est ça que la pratique nous permet d'explorer. Merci Chantal, merci pour ce partage. Peut-être Chantal, donc à bientôt au Vétan, on ne sait pas. Même si on ne fait pas du yoga, on peut tenter l'expérience. Alors oui, tout à fait Anne-Céline. Eh bien, merci, ça fait partie du 4e quart que j'avais oublié tout à l'heure. Un quart des gens sont là sans trop savoir, ou alors ils ont été guidés par des amis qui leur ont dit tu vas voir c'est vachement bien. Ils sont pas frileux, ils viennent pas parce qu'ils sont des gros costauds, ils viennent pas du tout de l'univers du yoga. Donc oui, on peut tout à fait tenter l'expérience même si on n'a jamais fait de yoga. Il y a une partie yoga pure l'après-midi en salle. Il y a vraiment des gens qui n'ont jamais fait de yoga dans leur vie, qui sont très raides. Chacun adapte vraiment la pratique à son propre corps et à où il en est dans sa vie. Et donc, c'est accessible à tout le monde. Et grands débutants, bienvenue. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose. Merci d'avoir posé la question. C'est important de le signaler. Merci Marie-Aurélie. C'est beau témoignage, plein d'émotions. Ouais, moi, j'en parle aussi parce que pour moi, c'est une façon d'honorer la mémoire de Maurice Daubard, qui est vraiment, qui a été mon maître spirituel et qui m'a tellement apporté. C'est grâce à lui que j'ai écrit ce livre parce qu'il me faisait faire des conférences dans les stages justement de Yoga Tummo, sur mon parcours d'aveugle, etc. Bon, bref. Donc, c'est tout le temps un moment important pour moi quand je parle de lui. Et, et ouais, c'est une expérience que moi je souhaiterais à tout le monde dans la mesure où moi j'y trouve tellement de bonheur. Mais après, ça reste un avis personnel. Mais quand je vois le nombre de gens encore aujourd'hui qui font l'expérience et qui sont tout à fait novices, qui n'ont jamais pratiqué ni le froid ni le yoga et le bonheur qu'ils y trouvent, et souvent les gens après reviennent, bon,
je me dis que je ne suis pas la seule à avoir cette vision-là. Merci en tout cas à tout le monde pour votre présence, pour avoir permis ce partage-là. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, voilà, par rapport à cet espace dans le groupe Libre, Imparfaite et Heureuse, Libre, Imparfait et Heureux, grâce au moment du replay. Et puis, ça m'a fait très plaisir de partager sur ce yoga Tumo et sur ce yoga. Je vais vous souhaiter une très belle soirée en espérant avoir mis un peu de fraîcheur s'il fait trop chaud chez vous, ou alors un peu de poésie dans votre quotidien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Je n'ai pas d'actualité précise prévue. Si la prochaine actualité, ça sera la sortie de la conférence que j'ai donnée pour le TEDx. C'était le 3 février à Lyon. Normalement, on devrait bientôt avoir la vidéo sur YouTube. Donc, je ferai un appel à vous au moment où la vidéo sortira pour que vous m'aidiez à la relayer largement. Il y a aussi du Maurice Daubard dans ça, parce que je ne l'ai pas cité, mais voilà, j'explique, on va dire, en 3 étapes, comment on peut aller vers une vie plus expansive et plus épanouie. Et il y a notamment une première étape qui est de se reconnecter à ses rêves. Et ça, c'est directement issu de l'enseignement de Maurice Daubard, parce que Maurice, il avait vraiment cette coutume de nous dire, le premier soir, quand on arrivait au stage, il nous disait, posez votre intention, votre sankalpa, et il nous disait, voilà, c'est quoi votre rêve, à quoi rêvez-vous? Et il nous encourageait à rêver, et il nous encourageait aussi à garder nos rêves secrets en disant, gardez vos rêves pour vous, parce que si vous les partagez trop largement, on va vous casser le moral, on va vous dire que c'est impossible, etc. Donc vraiment, cette pratique que j'ai du Sankalpa et puis oui, de s'autoriser à rêver à nouveau, quoi qu'il nous arrive, c'est directement aussi issu de Maurice. Donc ça sera la prochaine chose par rapport au partage de ce TEDx où il y a un bout de cette histoire-là dedans. À très bientôt.